L'humanité existe depuis des milliers d'années et elle a utilisé des navires pour tout transporter. Même à ce jour, 90% des échanges commerciaux dans le monde se font par les océans. Tout au long du développement des civilisations, malgré les dangers, l'être humain a toujours traversé les océans, au risque d'y perdre la vie. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les prévisions météorologiques étaient limitées. Résultat, des milliards de dollars ont probablement été perdus en mer au cours de l'histoire maritime. Combien de navires ont disparu? Et combien de richesses se sont accumulées au fond des océans au fil des siècles? Les fonds marins sont un véritable Eldorado. Il y aurait plus d'or et d'argent au large des Bahamas qu'à la Banque de Madrid. Une nouvelle ruée vers l'or est en train de voir le jour. Une course dans laquelle les chasseurs de trésors côtoient les investisseurs, toujours en quête de nouveaux filons. Alors c'est sûr et certain qu'on va voir un bon résultat si on continue à chercher ces épaves. Combien d'épaves? Et combien de pages oubliées de l'histoire maritime et de notre patrimoine collectif? C'est un héritage très important pour nous tous. Ne pas le commercialiser, ne pas le piller. Les épaves deviennent l'objet d'enjeux stratégiques et économiques, et les gouvernements entrent dans la course. Ces sociétés de chasseurs d'épaves sont en train de tout détruire. Nous n'avons jamais vu un seul cas de bons chasseurs de trésors. Pendant que les gardiens de l'histoire et les chasseurs de trésors s'affrontent, les épaves, elles, sont en danger. Dans quelques générations, des pans entiers du passé seront détruits. Ce qu'on lèguera aux générations futures sera un électrocardiogramme plat. Qu'il soit dû à l'erreur humaine, à un problème technique ou encore au caprice de la météo, le naufrage fait partie intégrante du transport maritime. Il faut être humble avec la mer. On ne gagne pas contre la mer, on compose avec la mer. Une réalité dont on ne parle que lorsque l'incident survient près de nos côtes, ou quand c'est un navire de croisière qui est touché. Les autres naufrages, eux, restent dans l'ombre. Si vous regardez véritablement à la loupe les choses, vous avez 110, 120, 122 naufrages de gros bâtiments de plus de 300 tonneaux par an. Ce qui veut dire, rapporté au nombre de jours de l'année, vous avez un naufrage à peu près tous les 3 jours sur les mers du globe. Référence internationale en archéologie sous-marine, Michel Lourd est à la tête du DRASM. C'est le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. Depuis près de 4 décennies, ces missions l'ont mené sur tous les océans de la planète. C'est par un bateau qu'on transporte le plus facilement des produits pondéreux et à longue distance. Donc tout au long de l'histoire de l'humanité, dès qu'on a commencé à coloniser les espaces maritimes, on est monté sur des bateaux et chacun sait que dès qu'on se met sur un bateau, il y a un risque de naufrage. Ce que l'on sait, c'est que dans toutes les zones où nous travaillons, le fond de la mer est jonché d'épaves, et évidemment d'autant plus dans les zones qui ont connu un grand trafic maritime. Plus la belligérance en mer, les navires de guerre, etc., il y a des épaves sur toute la planète. Alimentation, carburant, matières premières ou produits de consommation, 90% de tout ce que nous consommons passe par la mer. 60 000 navires, qui sont le flux sanguin du commerce international et qui empruntent des routes maritimes tracées au fil des siècles. Mais combien de bateaux ne sont jamais arrivés à bon port? Il est très difficile de connaître précisément la quantité de richesses perdues dans une zone géographique définie.
Mais on peut l'estimer en considérant les grandes puissances de l'histoire coloniale. Sachant que des navires coulent depuis 2000 ans, est-il raisonnable d'estimer qu'un millier d'entre eux ont sombré chaque année? Oui, je le crois. Récemment, dans une initiative visant à cartographier l'intégralité du plancher océanique, les 195 pays membres de l'UNESCO se sont unis pour mener l'enquête. Et ils ont avancé une estimation. Il y aurait 3 millions d'épaves dans le monde. Il pourrait y en avoir plus ou beaucoup moins. Il est difficile de savoir si elles sont encore là, s'il en reste quelque chose. Beaucoup de navires ont coulé sans qu'ils soient consignés. 3 millions, c'est une bonne estimation, oui. Mais c'est approximatif. Peut-être moins ou peut-être plus. Pour beaucoup d'archéologues sous-marins, ce nombre est largement sous-estimé. Selon les grandes théories des grands scientifiques, il y aurait 3 millions d'épaves au fond des mers. Mais la vérité, c'est que personne n'en sait rien. Il y aurait 6 000 épaves au large du Royaume-Uni. Mais on sait que tout au long de l'histoire, 37 000 navires ont disparu là. Donc, quel que soit le chiffre avancé, il sera en dessous de la réalité. Les océans recouvrent 70% de la Terre, mais on en a exploré moins de 5%. Qu'est-ce qu'il y a au fond? L'humanité navigue depuis des milliers d'années. Donc je dirais que ce chiffre est réaliste, et même qu'il y a beaucoup plus d'épaves que ce que l'on pense. Nous ne savons rien. Le plus gros des épaves du monde reste à découvrir. Et à mon sens, la plupart se trouvent en mer de Chine méridionale. Point de passage mythique entre l'océan Pacifique et l'océan Indien, le détroit de Malacca est le couloir maritime le plus fréquenté au monde. Et Singapour en est le port. Si on regarde en arrière, tout le monde est venu faire du commerce ici. C'était déjà un pôle d'échange quand l'Europe en était encore à l'âge de pierre. C'est ici que le capitaine britannique Michael Hatcher a fait ses premières armes comme chasseur de trésors. Je suis venu à Singapour pour la première fois en 1973. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé mon premier trésor. Et depuis ce jour, je suis accro. Hatcher vendait au poids l'acier qu'il récupérait sur des épaves de la Seconde Guerre mondiale pour gagner sa vie. Jusqu'au jour où il est tombé par hasard sur autre chose que de l'acier. Je ne connaissais rien à la porcelaine. J'ai rassemblé quelques pièces et je les ai apportées chez Christie's à Amsterdam. Ensuite, Christie's n'arrêtait pas de m'appeler. J'ai fini par y aller. J'ai soulevé une tasse et on m'a demandé « Avez-vous la moindre idée de ce que ça vaut ?» Moi, je dirais 5 $. On m'a répondu « Que diriez-vous de 5 000 ?» Et là, j'ai demandé « Vous en prendriez combien ?» Et eux, parce que vous en avez d'autres? Le plongeur avait découvert sans le savoir le Nanking, une embarcation engloutie en 1750 après avoir heurté un récif corallien, avec à son bord une véritable mine d'or. C'était la première fois qu'on avait découvert une telle quantité de porcelaine.
In Amsterdam, they've been queuing round the block for hours on end just to glimpse the Nanking treasure was found 100. Aussitôt, celle qui est désormais connue comme la porcelaine de Hatcher entre dans l'histoire comme un raz-de-marée. The volume and variety of porcelain up for sale is vast. There are complete dinner services with place settings for as many as 144. Et toute la cargaison du Nanking est mise aux enchères à Amsterdam. En tout, on a repêché 27 000 pièces. En écouler autant, ça risquait de noyer le marché et de faire chuter les prix. Mais ça n'a pas été le cas. Ça a créé de l'intérêt sur le marché et cela a remis en lumière l'histoire de la porcelaine de Chine. Les 27 000 pièces de porcelaine de Chine sont vendues en quelques jours à des acheteurs venus du monde entier. Un jackpot de près de 10 millions de dollars pour Hatcher et son équipe. Est-ce que je me qualifierais de chasseur de trésors? Chasseur de trésors, c'est l'appellation romantique de ce travail. À mes yeux, je récupère des cargaisons. Qu'ils s'estiment chasseurs de trésors ou sauveteurs de cargaisons, de nombreux explorateurs, appâtés par l'histoire de Hatcher, ont mis le cap vers les profondeurs, qui, selon certains experts, réservent encore beaucoup de surprises. On retrouvera des milliers d'épaves avec de riches cargaisons à leur bord. Et pour trouver les plus importantes cargaisons, il faut aller à la Havane, où convergeaient les grands galions espagnols. Il y aurait plus d'or et d'argent au large des Bahamas qu'à la Banque de Madrid. La fièvre de l'or. Pour le royaume d'Espagne, le XVIe siècle est le bien nommé siècle doré. Pendant plus de 150 ans, les Espagnols pillent jusque dans les tombes l'or du Nouveau Monde. Quand vous tenez dans vos mains un lingot d'or, une pièce d'argent, une émeraude ou une perle, dites-vous que vous avez là le fruit d'un génocide. Toutes ces matières ont été extraites dans des mines de Colombie, du Mexique, du Pérou, où des milliers d'esclaves indiens et africains ont été tués pour enrichir l'Espagne. Les trésors volés des Amériques étaient chargés sur de grands voiliers, puis acheminés vers l'île de Cuba. Les galions se regroupaient ensuite en convoi depuis le port de la Havane pour affronter ensemble la traversée de l'Atlantique. À ce moment-là, le trafic naval est très intense. Pendant 150 ans, on voit en moyenne 4000 embarcations par an entrer dans le port de la Havane. À tel point qu'au XVIe siècle, ce n'est pas le littoral de la Havane le plus important. C'est son port, sa baie. Tout au long de ces années, il semblerait qu'il passe par la Havane plus ou moins 200 000 kilos d'or et plus de 16 millions de kilos d'argent. Beaucoup d'or. Il arrive en lingots, en barres, en morceaux, sous toute forme, prêt à être fondu. Mais il arrive aussi sous forme de pièces de monnaie. Plus de 3000 épaves reposent sur les fonds marins à proximité de l'île. Mais davantage que leur nombre, c'est le montant estimé des cargaisons qui fait tourner la tête des chercheurs de trésors. Cuba est l'exemple type d'un pays où la probabilité de récupérer des richesses est énorme. Notre base de données répertorie de nombreuses épaves ayant sombré à Cuba ou à proximité, avec des richesses considérables. Une seule cargaison vaudrait des centaines de milliers de dollars. « 4 millions de tonnes d'or et d'argent ont ainsi franchi l'Atlantique.
Tout au long des grandes routes maritimes de la planète, les navires en déroute ont dispersé leurs richesses au fond des océans. Et selon les experts, les quantités sont vertigineuses. Dans notre base de données de plus de 10 000 épaves, une centaine ont une valeur d'au moins 50 millions de dollars. Certaines pourraient valoir plus d'1 milliard de dollars. Ça permet d'imaginer la quantité de richesses perdues par accident dans l'océan en 2000 ans de transport maritime. D'après les sources historiques et les données que j'ai pu consulter, un tiers de l'or, de l'argent et des autres métaux et pierres précieuses appartenant aux hommes a été perdu en mer. La découverte de ces épaves représente à terme la promesse d'un nouveau filon économique, estimé en milliards de dollars. Et cela n'a pas échappé au flair des investisseurs et des gestionnaires de capitaux en métaux précieux, ici réunis à Zurich. Moi, je vois il y a une grosse richesse qui reste dans ces épaves. Ça représente une ressource de, je crois que c'est 100 milliards. C'est sûr que 100 milliards, c'est une ressource économique assez importante. Alors, c'est sûr et certain qu'on va voir un bon résultat si on continue à chercher ces épaves, les richesses qui étaient mises en place par les ancêtres. Une mine d'or, peut-être, mais le gisement n'est pas à ciel ouvert. Encore faut-il localiser les épaves susceptibles de contenir ces métaux précieux. C'est ici à Séville que les archéologues, les scientifiques et les chasseurs de trésors se sont tous donné rendez-vous. Quand un bateau sombrait, la bureaucratie était très stricte. S'il y avait des survivants, on communiquait des informations conservées dans les archives sur les circonstances du naufrage, le temps qu'il faisait, et de nombreux détails. Le bâtiment des Archives générales des Indes abrite 9 km linéaires de précieux registres, dans lesquels sont répertoriés tous les voyages des navires espagnols. 10% de ces navires ont coulé. Mais où exactement? Car à l'époque, le positionnement GPS n'existait pas. De nombreux navires ont quitté le Nouveau Monde chargés d'or et d'argent, et beaucoup ont coulé. Mais il existe très peu de données de navigation. Un dossier de recherche qui dit « Le navire a quitté la Havane en 1580 et a coulé quelque part entre la Havane et l'Espagne », ce n'est pas intéressant pour nous. Ce qu'il nous faut, ce sont des données de navigation précises pour limiter la zone d'investigation et que ça reste rentable. Si les cartes et les registres d'époque manquent de précision, les avancées technologiques de ces dernières années permettent aujourd'hui de combler les lacunes d'hier. Trouver une aiguille dans une botte de foin est désormais chose possible, même si cela reste laborieux. Nous délimitons une zone de recherche. Ensuite, notre navire sondeur se rend dans cette zone et déploie notre sonar qu'on remorque avec nous. Nous cartographions méthodiquement le fond marin en le sondant jusqu'à ce qu'on trouve l'épave ou qu'on abandonne. Désormais, avec l'avènement des véhicules sous-marins autonomes, de la technologie robotique, des nouveaux capteurs, le travail des explorateurs est plus facile et plus rentable. Le sonar permet de détecter des objets d'1 centimètre de large. Le laser va même jusqu'à une largeur d'1 millimètre. Les outils s'affinent. Désormais, la photogrammétrie permet de reconstruire virtuellement les fonds marins. La technologie a pulvérisé la barrière des profondeurs. Les limites de la plongée scientifique, ça tourne autour de 70 mètres. On arriverait à réunir une équipe pluridisciplinaire. Au-delà, ça devient très illusoire. Et au-delà de 300 mètres, de toute façon, l'humain n'a plus sa place.
aujourd'hui, on est arrivé, je dirais, presque à la science-fiction du passé. Continue comme ça, Vincent. Il y a simplement 5-6 ans, on parlait de la profondeur, et aujourd'hui, c'est devenu notre quotidien. Presque aucune zone du fond des océans n'est inaccessible. À partir de 150 mètres, la profondeur de la Manche, jusqu'à 4800 mètres dans l'Atlantique. C'est-à-dire 1600 mètres plus profond que l'épave du Titanic. Le futur est là, les robots existent. Bien que le Titanic repose à 3800 mètres de fond, il y a déjà 20 ans que son épave a été explorée. Où qu'elles soient, les épaves ne sont plus à l'abri de l'avidité humaine. Et les immenses richesses qu'elles recèlent suscitent la convoitise des États eux-mêmes, qui, eux aussi, sont entrés dans la course au trésor. Hemos encontrado 307 años después de su hundimiento el galeón San José. Trouver le San José, ce galion espagnol coulé en 1708 par la marine britannique au large de Carthagène, était un pari de Juan Manuel Santos, alors président de la Colombie. C'est en 2015, après des années de recherche, que son équipe localise le galion au large de la côte colombienne, par 300 mètres de fond. On a affaire à un navire du roi d'Espagne qui transporte une cargaison extrêmement importante. On l'estime à 200 tonnes d'or, plus une masse non négligeable, semble-t-il, d'émeraudes. Des émeraudes de Colombie, de l'or provenant des mines du Pérou. Sous les débris, les canons et les amphores. 17 milliards de dollars attendent patiemment le gouvernement colombien. C'est le plus gros trésor jamais trouvé. Le gouvernement de Colombie a d'une part annoncé qu'il avait l'intention de faire une fouille de cette épave qui soit exemplaire. Proteger el patrimonio cultural de Colombia. En tout cas, le gouvernement dit « je veux réunir la meilleure équipe du monde pour faire cette fouille ». Et en même temps, il se rapproche de chasseurs de trésors américains en leur disant « il faudrait que vous réunissiez l'équipe ». Donc là, il y a quand même un petit gap, pour ne pas dire plus, entre la prétention scientifique et de confier le dossier à des chasseurs d'épaves qui n'ont aucune vocation à faire de la recherche scientifique. Aujourd'hui, le San José repose toujours à 300 mètres de fond. Le gouvernement n'a pas les moyens de financer les opérations de renflouement. Pour récupérer ce trésor, il se verrait dans l'obligation de faire appel à des sociétés privées et de payer leurs services en leur cédant une partie de la cargaison. Une pratique férocement condamnée par les institutions de protection du patrimoine, comme l'UNESCO. Ces États s'apercevront que ce n'est pas une bonne solution. Nous n'avons jamais vu un seul cas de bon chasseur de trésors. Au mieux, ils gagnent de l'argent. Et dans le pire des cas, rien. Quoi qu'il en soit, le patrimoine est détruit et il se retrouve les mains vides. Le financement des opérations qui permettent de récupérer les cargaisons immergées est un véritable dilemme. Une bataille qui oppose d'un côté les chasseurs de trésors et leurs éventuels partenaires, et de l'autre les gardiens du patrimoine maritime. Explorer les profondeurs, ce n'est pas donné. Si vous voulez un navire capable de lâcher un véhicule télécommandé, il faut compter 35 000 $ par jour. Et si vous voulez récupérer un navire de la Seconde Guerre mondiale à 4000 mètres de profondeur, il faut ajouter un zéro. Les opérations de recherche en eau profonde coûtent très cher, entre 1 et 3 millions de dollars par mois. Des millions de dollars. C'est le prix du ticket d'entrée dans la course au trésor. Un prix que seules des sociétés comme Odyssey Marine Exploration peuvent se permettre. Basé à Tampa, en Floride et coté en bourse, Odyssey est un des poids lourds de la récupération de métaux précieux. Odyssey Marine Exploration prospère dans l'exploration marine depuis 1994. Pendant les 20 premières années, l'entreprise s'est concentrée sur la recherche d'épaves contenant des cargaisons en bon état et pouvant être revendues. Odyssey a déjà touché le jackpot.
En 2007, la société privée débarque sur l'aéroport de Tampa 17 tonnes d'or et d'argent en pièces et en lingots. Le magot provient d'une frégate espagnole baptisée Nuestra Señora de las Mercedes et coulée en 1804 au large des côtes du Portugal. Ils l'ont fouillé et ont ramené en Amérique pour 500 millions de dollars. En pièces d'argent, il y a quelque chose comme 590 000 pièces. La cargaison de la frégate Mercedes est alors le plus grand trésor jamais remonté à la surface. Odyssey aura mis 10 ans pour localiser l'épave, puis remonter le trésor. C'est une prouesse technique et le début d'une bataille judiciaire sans précédent. Et ces gens s'empressent de faire valoir auprès du tribunal de Tampa, en Floride, leur droit à la propriété de l'épave, espérant que, de toute évidence, un juge américain va dire « Mais bien sûr, messieurs, vous l'avez trouvé dans les eaux internationales, c'est à vous ». Ça ne va pas se passer de façon aussi simple. What Odyssey has done is morally and legally unacceptable. The treasure hunters were required to return every single coin and other artifact they had taken. L'Espagne revendique finalement le butin. Les autorités madrilènes déclarent la frégate Mercedes patrimoine historique, tout en soulignant le caractère militaire du bateau, coulé lors d'un combat contre une frégate britannique. Le gouvernement espagnol a présenté un recours devant les tribunaux des États-Unis contre cette société de chasseurs d'épaves, parce que c'était une frégate, un navire de l'État, et par conséquent, le bateau et son contenu appartenaient à l'Espagne. Au terme de 5 années de procès, la Cour suprême des États-Unis condamne la société Odyssey à livrer la totalité du trésor à l'Espagne. Cette décision est une première. Elle est basée sur un principe du droit américain, l'immunité souveraine, qui considère qu'un navire, s'il est militaire, restera toujours la propriété du pays dont il bat pavillon. Immédiatement, 2 avions de l'armée espagnole, accompagnés de la garde civile, sont allés aux États-Unis récupérer les 600 000 pièces d'or qui étaient retenues par la garde nationale américaine et sont rentrés en Espagne. This is historical heritage. This is not to be sold. This is to go to a museum, but we have to fight against those who go and salvage sunken objects. Les chasseurs d'épaves, si on ne les arrête pas de manière très ferme, et si l'opinion mondiale ne les condamne pas très sévèrement, en 10 ans, ils vont faire disparaître tout ce patrimoine collectif que sont les navires qui ont coulé à travers les âges. Ces sociétés de chasseurs d'épaves sont en train de faire disparaître des pans entiers de l'histoire. Les 600 000 pièces sont confiées au Musée national de Carthagène en Espagne, qui en expose quelques exemplaires et conserve le reste du butin dans une chambre forte. Nous avons remonté 600 000 pièces, presque toutes identiques. 600 000 exemplaires du même objet. On a gardé un échantillon représentatif et on a photographié chaque face des pièces en haute définition. Le cas de la frégate Mercedes est emblématique de cette guerre qui oppose dans un camp ceux qui récupèrent les trésors et visent le profit, et dans l'autre ceux qui entendent les conserver. Ce n'est pas un patrimoine. Ces biens ont été fabriqués dans un but commercial. Ils n'ont pas été vendus car ils ont coulé accidentellement. Vendons 590 000 des 600 000 pièces aux collectionneurs et laissons les pays profiter des retombées économiques. Pourquoi ne pas vendre une partie pour financer par exemple de nouvelles explorations? Ces pièces sont toutes semblables. Tout à fait, mon cher ami. Les 600 000 pièces d'or de la frégate Mercedes, ou autre navire espagnol ou français, valent beaucoup d'argent. Moi, ce que je vous suggère, c'est de vendre tous les tableaux du Louvre, en commençant par la Joconde. Et je propose que des 8 colonnes de la Madeleine, on en vende 7, parce qu'elles se répètent, après tout.
Les chapiteaux sont identiques. Soyons sérieux, c'est une question inconcevable pour un musée national. Ce raisonnement-là, on peut le faire d'ailleurs sur tout. Je veux dire, il n'y a pas besoin de 10 plats de porcelaine de Chine très similaires ou identiques. Vous en gardez un, j'en vends le reste, etc. Et donc, on voit bien que cette machine, ce raisonnement, et ça, partout ça a été appliqué, c'est parti dans des déviances. Quand on sait que c'est une opération commerciale en disant on va préserver un pan de l'histoire, en réalité, ce pan de l'histoire se réduit à la portion congrue, c'est-à-dire la portion qui n'a aucune valeur, qui est la moins intéressante, la plus abîmée, et tout le reste est négocié parce que ça a une valeur. Si les chasseurs de trésors sont les seuls capables d'accéder aux épaves, comment s'assurer qu'ils ne détruiront pas les objets sans valeur marchande pour optimiser leurs coûts et remonter un maximum de biens de valeur en un minimum de temps? Selon eux, la position des archéologues et des institutions en matière de protection du patrimoine n'est pas réaliste. La communauté scientifique, qui influence la politique gouvernementale, est très opposée à un modèle commercial. Ne pas intervenir semble être la tendance au niveau mondial. L'ONU, via l'UNESCO, qui est l'entité concernée par le sujet en son sein, préfère que les objets soient laissés in situ. Puisqu'ils sont là, laissez-les. Odyssée et la majorité des sociétés de récupération de trésors fondent leur discours sur l'un des paragraphes de la Convention de l'UNESCO. Il y est écrit noir sur blanc que la préservation in situ doit être une priorité. Selon eux, cette convention ferme la porte à tout type d'exploitation. C'est complètement faux. L'UNESCO ne dit pas qu'il faut laisser les objets au fond des mers. L'UNESCO dit qu'il faut les laisser sur place, jusqu'à ce qu'on ait les moyens techniques et d'investigation pour garantir une procédure correcte. Laisser tout sur place, former une équipe, disposer des moyens techniques, réunir suffisamment d'argent, avoir les laboratoires de conservation et de restauration adéquats. Et, une fois ces conditions réunies, on peut commencer les fouilles. La Convention dit « Laissez le patrimoine culturel subaquatique où il est si vous n'avez pas de projet solide ». Récupérer des cargaisons immergées est aujourd'hui possible, mais selon un protocole de préservation encadré et contrôlé par les archéologues de l'UNESCO. Et une fois remonté, ne rien vendre. Depuis qu'il peut plonger, l'homme recherche des trésors. Il s'en empare et les déverse sur les marchés. Beaucoup d'objets se sont perdus. Il faut préserver ce patrimoine pour l'avenir, pour l'humanité. Ce patrimoine subaquatique est essentiel. Toutes les traces que l'humanité a laissées dans les océans. Il faut les protéger, ne pas les vendre, ne pas les piller, des principes éthiques. Cette proposition pose un problème. Qui va payer? Est-ce que ce sont les contribuables? Les gens ont d'autres besoins que la mise en lumière d'un patrimoine culturel. Tous les pays du monde ont des problèmes plus urgents à financer que la récupération d'épaves ou la restitution d'un héritage culturel. Mais je pense qu'il pourrait exister un modèle qui comporterait un aspect commercial et où tout ce qui a trait à l'archéologie, à l'histoire et aux connaissances universitaires pourrait être à la fois préservé et présenté. Une autre épave, trouvée par Odyssée, a montré récemment qu'une collaboration entre des entreprises privées et le secteur public pouvait s'avérer gagnant-gagnant. Celle du SS Gersopa. Odyssey avait un contrat avec le gouvernement britannique pour récupérer l'argent à bord du SS Gersopa. Le Gersopa était un bateau de commerce anglais qui naviguait en 1941.
Il regagnait le Royaume-Uni depuis l'Inde avec 110 tonnes d'argent pour l'hôtel des monnaies de Londres. En effet, on manquait de monnaie, il fallait soutenir l'économie de guerre. Arrivé au large des côtes irlandaises, le SS Gersopa est à court de carburant. Contraint d'abandonner le convoi qui assurait sa protection, il est torpillé et coulé par un sous-marin allemand le 17 février 1941. L'épave est localisée en 2011. Elle gît dans les abysses à 4800 mètres de fond. Grâce à une prouesse technique sans précédent, la société Odyssey, mandatée par le gouvernement britannique, remontera plus de 60 tonnes d'argent, sous forme de lingots. On a récupéré l'argent à 4800 mètres de profondeur. C'est 1600 mètres de plus que le Titanic. Et puis l'argent a été fondu. Le gouvernement a eu sa part et Odyssey aussi. 3000 lingots, soit un total de 210 millions de dollars. Un jackpot que se sont partagés Odyssey et le Trésor public britannique. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Mais vers la fin de l'exploration, on remontait autant de bouts que de lingots. On m'a demandé de chercher une solution. Grâce à l'argent déjà récupéré, on a envoyé les blocs de boue dans un laboratoire pour les analyser et les conserver. C'était imprévisible, mais on a pu sortir de l'obscurité environ 600 lettres. Des cartes de vœux, des documents commerciaux et des chèques. Ces courriers avaient été envoyés par des officiers britanniques à leurs épouses, par des missionnaires ou par des enseignants du Raj à la fin de l'année 1940, à l'intention de leurs proches. Ces documents sont des instantanés de la vie des Britanniques en Inde, destinés aux familles restées au Royaume-Uni. Cette découverte est très précieuse. Elle permet de connaître la véritable histoire du SS Gersopa. Ça donne un aperçu des bienfaits qui peuvent découler d'une approche commerciale. Cette approche a permis de financer la recherche scientifique. Ici, c'est le modèle commercial qui a permis un recours à la science. La collaboration publique-privée fait aussi ses preuves dans certains pays d'Asie du Sud-Est, comme l'Indonésie et la Malaisie, où traditionnellement les chasseurs de trésors partagent leur butin avec le gouvernement. À mes débuts dans le métier, j'opérais en Indonésie, au Vietnam et en Malaisie. Ces pays avaient pour politique de former des partenariats avec le privé. Le gouvernement prenait 50% et l'entreprise gardait le reste. Un échantillon représentatif était conservé pour les musées, mais le plus gros pouvait être mis en vente. Ces accords ont permis au gouvernement de financer la recherche d'épaves et d'enrichir leurs musées sans avoir à supporter les frais d'exploration. Bien que l'ensemble des risques soit à la charge des chasseurs d'épaves, au final, la part du trésor qui leur revient permet de financer les fouilles. Ils travaillent en partenariat avec des sociétés privées qui apportent l'argent et qui assument tous les risques. Des risques qui sont très importants. L'un des dangers est politique. On peut avoir un contrat avec l'État et quand on remonte un trésor, il peut très bien vous remercier et tout garder. C'est déjà arrivé. Mais suite aux abus de certains chasseurs d'épaves, accusés de ne pas déclarer une partie des trésors, le gouvernement indonésien a décidé de ne plus délivrer de licences d'exploration. Hélas, le résultat ne fut pas celui escompté. Les politiques changent aussi. En 2010, l'Indonésie a suspendu l'octroi de permis. Ce moratoire a surtout donné le champ libre aux pillards. Aujourd'hui, il y a énormément de pillages. Pour les pêcheurs de la région, remonter quelques assiettes de porcelaine et les vendre pour une poignée de dollars est une source de revenus comme une autre.
Ils ne roulent pas sur l'or, et il faut bien manger. Il est très tentant de plonger et de piller l'épave. Ils n'ont pas d'autre choix. Voilà ce qui se passe. Les épaves sont détruites et dynamitées par des pêcheurs à la recherche de trésors à revendre. En quelques années, le marché noir s'est organisé et l'Indonésie est devenue la capitale mondiale du trafic d'antiquités sous-marines. Quand quelqu'un nous envoie des photos en disant « Tiens, j'ai vu ça, on me l'a proposé à la vente », on le voit. Donc il y a nécessairement, s'il y a le produit à la vente, c'est qu'il y a un pillage, il y a un trafic. Très difficile, malheureusement, d'en estimer l'importance. Ce trafic a entraîné la destruction de centaines d'épaves et enrichi des organisations criminelles. Ces dernières achètent tout ce que les pêcheurs récoltent, puis revendent porcelaine et autres vestiges à prix d'or à des collectionneurs peu scrupuleux. Une fois sur le marché, l'origine de ces objets devient indétectable. C'est l'UNESCO, chacun le sait, n'a pas les moyens financiers de faire la police de toutes les épaves maritimes du monde. D'ailleurs, comment protéger toutes les épaves, où qu'elles soient dans le monde? Il faudrait mettre un mirador avec un gendarme sur chacune d'entre elles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a que deux moyens. La protection active, grâce aux forces de police et aux forces de l'armée nationale, et la protection passive, qui consiste à installer au fond des mers des grands coffres, les strongbox, ou des treillis métalliques qui empêchent de pénétrer dans les zones à protéger. Mais cette deuxième option est très compliquée à mettre en œuvre dans les eaux profondes. Certains sites archéologiques facilement accessibles ont fait l'objet de mesures de protection mises en place par l'UNESCO. Ces mesures restent anecdotiques car elles ne protègent que des épaves connues et déjà vidées de leur cargaison. Au large de la Sicile, on place des caméras sous-marines sur des épaves puniques et romaines pour surveiller les chalutiers qui passent dans le secteur. L'installation coûte 150 000 € et la maintenance 50 000 € par an. Qui va payer ? Alors que les institutions et les chasseurs de trésors se refusent à collaborer, certaines épaves deviennent l'objet de batailles géopolitiques. Cette fois, le trésor n'est plus ce que l'épave contient, mais son emplacement. L'épave a été très longtemps appréhendée comme une page d'histoire immergée de l'humanité qui méritait d'être protégée, étudiée, valorisée. Et puis tout d'un coup, l'épave peut encore avoir une autre valeur. C'est comme si on avait planté un pavillon sur la banquise en disant « le pôle Nord est à moi parce que j'y ai mis mon drapeau ». Depuis plusieurs décennies, le Canada finançait la recherche de deux épaves, l'Erebus et le Terror, disparus en 1845. L'expédition de John Franklin avait pour objectif de relier l'Atlantique au Pacifique en passant par le nord du Canada. La mission a tourné court lorsque ces deux bateaux furent broyés par les glaces. Les bateaux ont coulé, personne ne savait où. Il y avait des rumeurs et des témoignages chez les Inuits. Récemment, les Canadiens ont trouvé deux épaves emblématiques, le HMS Erebus et le HMS Terror. I think we could tell exactly what it was in a few seconds. It's definitely a shipwreck. What was the reaction like? Winning the Stanley Cup. Ça pourrait avoir l'air d'une aventure à la Indiana Jones. Mais le Premier ministre canadien Harper s'est donné pour mission de retrouver ces épaves légendaires. It is about more than solving an age-old Canadian-British world mystery. Le Canada avait marqué l'emplacement. Les épaves sont là, cette zone est à nous. La souveraineté de cette zone maritime est contestée. Des pays comme les États-Unis considèrent cette route commerciale comme un détroit international, et donc de libre accès.
Mais le gouvernement canadien, lui, considère ce passage stratégique comme faisant partie intégrante de ses eaux intérieures. C'est un des deux points les plus sensibles sur le plan géopolitique avec la mer de Chine méridionale. L'Amérique, ainsi que plusieurs autres pays, revendiquent le passage du Nord-Ouest comme voie internationale. La découverte de ces épaves est aujourd'hui un argument supplémentaire pour le gouvernement canadien. En contrôlant ce passage, qui permet de réduire d'un tiers le trajet entre l'Atlantique Nord et l'océan Pacifique, le Canada pourrait alors imposer ses tarifs à tous les navires qui franchiraient le passage du Nord-Ouest. Si le Canada dit que c'est une mer intérieure, alors il peut contrôler le fret et toute la navigation jusqu'en Extrême-Orient. Cette voie permet de gagner des semaines, voire des mois. À cause du changement climatique, les icebergs fondent. Pour la première fois, on sait qu'on peut naviguer d'un bout à l'autre du passage du Nord-Ouest. On va aussi avoir accès aux îles alentours. Ces îles regorgent de richesses. Il y a par exemple un gisement de fer qui pourrait injecter des milliards dans l'économie canadienne. Des milliards de dollars. Sans compter les potentielles réserves de pétrole et de gaz naturel. Des gisements pratiquement inexploités, qui comptent respectivement pour 15 et 30% des réserves planétaires. La recherche de l'expédition Franklin n'est pas seulement une exploration sous-marine. C'est une affaire de gros sous. Convoitées pour leur cargaison ou leur position stratégique, les épaves représentent désormais un enjeu majeur. Ces vestiges du passé sont aujourd'hui au cœur d'un conflit en eau profonde. Et si le fossé se creuse entre les différentes parties, sous la surface, les épaves sont à la merci du temps qui passe. Avec le temps, tout ce qui gît au fond des océans va se décomposer entièrement. Les objets, le navire lui-même, la cargaison, tout ça, au fil du temps, va finir par être dissous par le milieu océanique. Il ne restera plus rien à découvrir. L'acidification des océans, à l'origine de la disparition des récifs coralliens et de nombreuses espèces marines, n'épargne pas les épaves. Mais une autre menace existe, celle de la pêche, en particulier du chalutage de grand fond. Le chalutage de grand fond menace l'archéologie sous-marine. Certains pays militent pour que 30% des océans soient protégés de la pêche industrielle par la création de grandes réserves marines. Nous, on a vu revenir des morceaux d'épave tractés par des chaluts qui passent à 1500, 1800 mètres de fond. Ça en dit long. Et pratiquement dans la zone 300, 700 mètres, dans les zones où il y a du chalutage, quasiment, je dirais, 8 épaves sur 10 sont ensachées dans des chaluts. Tous les ans, des chalutiers ratissent le sol marin sur une superficie égale à celle du Congo, de l'Inde et du Brésil réunis. Si un chalutier passe sur une épave, il la détruit. Les dégâts sont irréversibles. Le chalutage de grand fond est une technique devenue courante et globale. Une année de pêche profonde a un impact 800 fois plus important sur les fonds marins que la pêche traditionnelle. Mais comment réduire l'impact d'une industrie que la demande a rendue imparable? La pêche rapporte 93 milliards de dollars par an. Elle emploie 45 millions de personnes. C'est une industrie gigantesque. D'après les textes de loi des Nations Unies, les épaves sont protégées. Mais aujourd'hui, il y a des chalutiers énormes. D'ici 100 ans, il est possible que toutes les épaves soient détruites à cause de ces navires de pêche qui deviennent de plus en plus performants. Si l'on ajoute à la pêche sur les grands fonds marins l'impact de la prospection de gaz et de pétrole offshore,
plus la prolifération des câbles sous-marins, dans 30 ans, toutes les épaves auront disparu. Toutes ces épaves, c'est des thrillers, c'est des livres policiers. Si vous commencez à en arracher une page toutes les 5 ou 7 pages, quand vous arrivez à la fin du livre, vous ne comprendrez plus rien à l'intrigue. Donc protéger toutes les pages, c'est la seule manière de comprendre la fin du roman. Il est très important de protéger et d'étudier ces richesses, mais aussi de les offrir au public. Appréciez ce patrimoine, il vous appartient, et il faut le protéger parce qu'il vous appartient. Qui va payer pour tout ça? Il faut être réaliste et avoir des modèles solides. Je ne dis pas que vendre ce qu'on trouve, c'est le bon modèle, mais il faut tout envisager et faire preuve d'inventivité. La seule solution pour protéger les épaves, c'est de travailler avec le gouvernement. C'est ce que l'on nous encourage à faire. Et c'est ce que je fais. Il faut les remonter pour tout le monde, pour l'humanité, pour chacun d'entre nous. Si on ne fait pas ça, ce sera perdu. Tout sera perdu pour toujours. Allons-nous ouvrir les yeux et sauver les épaves d'une disparition annoncée? Les institutions comme l'UNESCO, les archéologues et les chasseurs de trésors resteront-ils figés sur leur position? Ou sauront-ils se parler et relever l'un des grands défis culturels de ce siècle?